bienvenue dans notre émission Coach-moi si tu peux, épisode 2. Alors, on nous a posé vraiment une très bonne question et Marie, si tu veux bien, je te laisse commencer. La question, c'est comment donner du sens à sa vie? Alors évidemment, c'est une question qui est assez large et en même temps qui est essentielle, je dirais, à notre parcours sur cette terre, à savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Et je dirais déjà dans un premier temps, rapidement, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est déjà qui je suis. Qui je suis. Parce que si je ne sais pas qui je suis, comment est-ce que je peux donner du sens à ma vie? Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Vanessa, mais c'est vrai que souvent, pour en arriver à cette connaissance de soi, on doit passer par différentes étapes. Hein? Souvent, c'est ce qu'on nous apprend dans le cadre du coaching et c'est ce qui m'a fait... Si je peux t'interrompre là sur cette notion-là, parce que justement, oui, on nous enseigne en coaching cette notion de connaissance de soi, de développement de soi, mais quelque part, c'est des notions qui nous manquent dès notre plus jeune âge. Et quelque part, moi, ce qui me chagrine aussi aujourd'hui, c'est que la connaissance de soi, on ne l'apprend pas à l'école, en fait. C'est vrai. Ou très peu, en fait. J'ai même envie de dire, et encore plus dans nos cultures, où on va travailler davantage sur nos points faibles que sur nos points forts, que sur nos talents. Après, est-ce qu'il n'y a pas une volonté derrière de volontairement faire en sorte qu'on ne soit pas trop porté sur nous-mêmes, de ne pas trop nous connaître, parce que d'une certaine manière, c'est un peu plus facile de nous contrôler. Pourquoi pas? Mais ça fera peut-être partie d'un autre débat. Ça sera un prochain débat, oui, ça serait intéressant. Pas celui d'aujourd'hui, mais en tout cas, la question est intéressante. Mais, alors, comment donner du sens à sa vie? Comment donner du sens à sa vie? C'est une question que je me suis longtemps posée, je pense, comme tout à chacun d'entre nous. Et en fait, tant qu'on ne se pose pas véritablement les bonnes questions, tant qu'on n'apprend pas à savoir ce qui nous fait vibrer dans la vie, et au départ même on ne sait pas combien de fois on a pu me poser la question, mais Vanessa, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui pourrait te faire lever le matin en ayant le smile tout le temps? Eh bien, je ne savais pas répondre à cette question. Moi non plus, j'ai erré toutes ces années avant de trouver enfin, après un certain temps sur mon propre développement personnel, c'est vrai, il m'a fallu un certain temps avant de vraiment découvrir ce pourquoi je suis fait. Donc ça a été de longues années d'errance. Exactement. Ouais. Alors justement, quelques clés comme ça qu'on peut vous amener aujourd'hui. La première des choses, achetez-vous un cahier. Et déjà, commencez par lister toutes les qualités que vous reconnaissez, vous. Premièrement. Qualité et talent, je dirais. Qualité et talent, mais on va commencer par les qualités que vous reconnaissez, vous. Et ensuite, vous pouvez aller voir vos proches, que ce soit vos parents, des amis assez intimes, et vous allez leur demander, quand j'étais petit, quel était mon talent? Pourquoi j'étais vraiment douée? Parce que souvent, on ne s'en souvient plus, on l'a oublié en grandissant, on l'a vraiment même enfoui. Donc, faites un petit questionnaire comme ça autour de vous et allez demander à vos proches, quels étaient mes talents quand j'étais petit, pourquoi j'étais douée? Ça, c'est une première chose. Ensuite, demandez-vous, deuxième clé, quelles sont vos valeurs aujourd'hui? Quelles sont les valeurs que vous avez? Et cette question-là, elle est vraiment très très importante. Elle fait suite évidemment aux qualités et talents que vous aurez pu découvrir. Parce que les valeurs, c'est vraiment l'essence même de notre être. Et bien souvent, c'est pareil, on ne les connaît pas vraiment. Pourquoi on ne les connaît pas vraiment? Parce que on pense avoir des valeurs, mais souvent c'est pareil. Elles sont héritées de nos parents, de l'école, du social. Et finalement, on ne sait pas vraiment ce qui nous habite aujourd'hui. Oui. Souvent, les valeurs, on se rend compte qu'elles sont pas de nous, en fait. Notre intuition va s'arrêter sur des valeurs instantanément. Et au départ, on a du mal à s'y reconnaître.
on se dit mais c'est bizarre, pourquoi mon intuition me parle de ces valeurs alors que j'ai la sensation d'avoir réellement ces valeurs-là. Et en fait, on se rend compte que les valeurs que vous avez mentalisées, que vous avez pris le temps de la réflexion, sont les valeurs que vous avez héritées de votre famille, de la société, de votre éducation, enfin de tout votre environnement. Et en fait, si vous vous arrêtez réellement à ce que vous dit votre intuition, instantanément, vous allez vous arrêter tout de suite là sur des valeurs. Et au départ, vous allez avoir du mal à vous imprégner. Alors qu'en fait, finalement, ces valeurs, ce sont vos propres valeurs. Et c'est là-dessus qu'il faut savoir s'arrêter. Et c'est là-dessus qu'on se rend compte déjà, en première étape, à quel point on a une forte méconnaissance de nous-mêmes. Tout à fait. Mais c'est ça, la clé, c'est qu'on ne se connaît pas du tout. Et donc vraiment de développer cette connaissance de soi. Alors, pour travailler un petit peu ces valeurs, écoutez, je vous invite tout simplement à faire une recherche sur Google et juste d'écrire liste de valeurs. Et vous allez avoir comme ça déjà une liste de valeurs et ça va vous donner un premier point d'appui pour aller les travailler et identifier en tout cas celles que vous pensez avoir. Et ensuite après, exactement. Voilà, ensuite après ces valeurs, il faut apprendre à les incarner en y incluant de l'action pour les faire vivre. Voilà. Le plus souvent, c'est quand même vraiment bien d'être accompagné par quelqu'un d'extérieur, pas forcément un coach, mais au moins une personne avec qui vous allez pouvoir interagir pour avancer justement sur la définition de vos valeurs et de vous-même. Oui, c'est plus facile avec un coach parce qu'il va vraiment arriver à détecter, on va dire, ce qui est vos valeurs et ce qui est les valeurs empruntées. Après, c'est pas tout. Il y a encore d'autres choses que l'on va mettre en avant dans la connaissance de soi. Donc, ok, maintenant, en gros, on connaît ses valeurs. Il y a une notion que j'aime bien aussi, c'est cette notion de besoin. C'est-à-dire arriver à définir ses propres besoins. On se rend compte qu'en fait, on répond à beaucoup de besoins des autres. Mais en fait, quels sont nos vrais besoins? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se sent tiraillé à l'intérieur parce qu'on se rend compte qu'on ne les écoute pas assez? Et il y a une espèce de tiraillement entre physique, émotionnel et mental sur le fait que on répond aux besoins des autres, mais on ne répond jamais à ses propres besoins. Qu'est-ce que tu pourrais en dire, toi, à ce sujet-là? Moi, j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit. C'est que déjà, bien souvent, on confond besoin, envie, désir. C'est vrai. C'est vraiment la première chose qui me vient à l'esprit. Et en fait, au lieu de prendre soin de ses besoins, on cherche à remplir des vases. On cherche à remplir des vases parce qu'on a un vide intérieur et on a l'impression qu'en allant combler des envies, on comble les besoins de notre être, mais en fait, c'est complètement faux. Ça, c'est vraiment un leurre. Et en fait, l'envie, c'est quelque chose de pervers, en fait, quelque part. C'est bien d'avoir des envies, mais c'est d'abord bien de prendre soin de ses véritables besoins qui après peuvent devenir des désirs. Mais d'abord apprendre à reconnaître et surtout à faire la différence entre un besoin, quelque chose qui va être vraiment utile, quelque chose que je vais chercher de l'extérieur et que je vais ramener vers moi, et du désir qui bien souvent cherche à combler un mal-être qu'on a à l'intérieur de nous. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs donner un exemple de besoin? Un exemple de besoin? Je pense à un besoin qu'on a tous, c'est le besoin d'être reconnu, le besoin de reconnaissance. Celui-là, il fait mal. Celui-là, il fait mal. Et en fait, quelque part, ce besoin, il est tellement fort qu'on fera tout, mais vraiment tout, pour arriver à être reconnu, quitte à faire des choses qui ne nous ressemblent pas d'ailleurs. Complètement. Comme faire plaisir avant de penser à soi, comme aller satisfaire des choses qu'on n'a pas envie d'accomplir en fait, mais qu'on va faire uniquement pour faire plaisir à l'autre. Je vais rebondir là-dessus parce que moi, c'est vraiment besoin de reconnaissance. Qu'est-ce que j'en ai souffert. En plus, on en a beaucoup parlé. Hein. Ouais, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup donner. Et je me suis rendu compte que trop donner, ça avait un impact aussi négatif, figurez-vous. Puisque, en fait, sans s'en rendre compte, on rend les gens un petit peu dépendants on rend les gens dépendants
C'est-à-dire que moi, à vouloir donner sans arrêt, ben finalement, les gens se disaient, bon, ben, je vais appeler Marie. Et ils ne faisaient plus. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous ne faites plus? Ben, vous perdez confiance en vous. Et en fait, toutes les personnes qui étaient autour de moi finissaient par perdre un petit peu confiance en eux, tout simplement parce que je donnais trop. Et puis surtout, moi, à l'intérieur, j'avais une espèce de tiraillement incessant qui me disait, mais tu t'occupes toujours des autres et de toi. À un moment donné, occupe-toi de toi, parce que je me vidais littéralement à l'intérieur, comme tu dis, une espèce de vase vide, béant, une falaise même presque. Et un jour, je me suis dit, bon, bah, tout ça c'est terminé, je vais arrêter de penser qu'aux autres, et j'ai pensé à moi. Chose que je n'avais jamais faite. Et à partir de là, j'ai senti ce vase qui se remplissait, mais de bonnes choses. De bonnes choses. Enfin, je répondais à mes propres besoins. Et finalement, bah, ce besoin de reconnaissance, aujourd'hui, presque, je vais oser le dire. Hein, oui, je m'en fous. Aujourd'hui, j'en ai presque plus besoin. Alors, c'est très étrange parce que... Pourquoi ? Eh bien, parce que je sens qu'à l'intérieur de moi, j'ai toute la considération et la gratitude nécessaires envers moi-même pour ne plus avoir besoin de quelqu'un qui me dit bravo, tu l'as fait, ou bravo, t'as fait ci, bravo, t'as fait ça. Parce que d'une certaine manière, je me dis bravo à moi-même. Tu t'es acceptée, en fait. Ouais, tout simplement. Ça a contribué en tout cas à donner du sens à ma vie, de me rendre compte qu'en fait, on a l'impression qu'on doit vivre par l'intermédiaire des autres, alors qu'en fait, on doit vivre par l'intermédiaire de soi-même et qu'on a besoin de personne. Et que les autres, ça doit être juste un contact, du plaisir, rencontrer des gens, partager, mais ça ne doit pas être un retour. Comme si, en gros, j'avais rempli ce vase d'amour, clairement, d'amour pour moi, parce qu'en remplissant et en me disant, voilà, je comble mes besoins, ben, je me donne de l'amour. D'une certaine manière, on a moins besoin d'en avoir de l'extérieur. Après, ça peut être juste le besoin d'échange avec les autres, parce que c'est vrai que sans interaction avec les autres, on s'éteint aussi quelque part. C'est aussi l'échange, le lien avec l'autre qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer, tu vois, de la même façon que là, on échange. Cette notion, elle est quand même aussi importante. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, et qui est aussi très, très importante à mes yeux dans cette quête de donner du sens à sa vie, c'est toujours ces notions d'estime de soi et de confiance en soi. Parce que tant que vous ne vous donnez pas de la valeur, il n'y a rien qui peut fonctionner. Et en plus, la seule personne qui peut vous donner de la valeur, c'est vous. C'est personne d'autre. C'est ni vos parents, ni vos amis, ni votre conjoint. Personne. Parce que votre vraie valeur, elle vient de vous, elle est intrinsèque. Donc posez-vous déjà cette question, mais quelle est la valeur que je me donne aujourd'hui? Sur une échelle de 1 à 10, quelle est ma valeur? Quelle est la valeur que je me donne aujourd'hui? Quelle image vous avez de vous-même? L'estime de soi, elle se construit à travers nos expériences, nos idées, la manière dont on regarde le monde, la manière dont on interagit avec les autres aussi. Et la confiance en soi, elle, en fait, c'est oser entreprendre en oubliant les peurs, les doutes, et voilà. Et donc évidemment, ces deux notions sont indissociables. Et dans la notion de confiance en soi, évidemment, se rajoute l'action. Voilà, d'abord, l'estime de soi, c'est le socle. En fait, c'est les fondations de notre maison. C'est soi, oui. C'est nous. C'est soi. C'est la manière dont on se perçoit à travers notre vision, nos jugements, nos idées, nos expériences. Et la confiance en soi, elle se construit également, mais elle est plus dans l'idée d'oser entreprendre des choses. Alors justement, vu que la confiance en soi et l'estime de soi sont des choses importantes, on peut vous donner quelques outils, quelques clés en tout cas, au quotidien, pour vraiment gagner en estime de soi et en confiance en soi. Alors évidemment, tu as parlé du fameux carnet à tenir, où on va y mettre un petit peu
toutes nos valeurs, tous nos talents, tout ce qui s'est passé dans notre passé, et comment les gens nous voient d'une certaine manière. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais donner comme outil supplémentaire? Déjà aussi, pareil, tous les jours, prenez un instant pour vous, pour noter. Faites un peu l'inventaire de vos réussites de la journée, chaque jour. Accordez-vous, donnez-vous de la valeur, apportez-vous de la valorisation. Ça peut être des choses toutes simples. Hein. Ça peut être, aujourd'hui, j'ai laissé ma place dans le tramway à une femme enceinte. Ça peut être, j'ai partagé un moment privilégié avec ma fille. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui au quotidien, déjà, vont vous apporter aussi cette valeur. Oui, cette vision positive au quotidien. Voilà, et ça peut être aussi, pour apprendre aussi à développer sa confiance et son estime de soi, c'est adopter une posture. Voilà, adopter une posture, soyez fiers. Si vous vous dites « oh, je ne suis pas bien » et puis que vous vous avachissez comme ça, c'est sûr, il n'y a aucune pensée positive qui pourra venir. Mais par contre, si vous êtes dans un état interne moyen, mais que tout de suite, vous redressez le menton, je peux vous assurer que déjà les pensées, elles ne sont plus les mêmes. Et puis aussi, on est vraiment dans des cultures du négativisme. On ne dit jamais qu'on aime quelque chose. On va dire c'est pas mal, c'est pas mauvais. On est plutôt dans l'emploi des mots négatifs, mais il faut savoir que notre cerveau, si vous lui dites c'est pas mal, il ne comprend pas le négatif. Donc il va retenir mal. Donc quand vous aimez un truc, dites c'est bien. Il y a toute cette culture du langage positif à transformer. Alors oui, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça prend du temps, mais recadrez-vous. Dès que vous employez un mot négatif, effacez tout et remplacez-le tout de suite par un mot positif. Ça, c'est vraiment important. Puis il y a aussi une chose, vous savez, c'est notre petit langage interne, notre petit dialogue intérieur, voilà, qui fait qu'on a tendance à se dévaloriser. Oh, je ne vais pas y arriver. Oh, puis de toute façon, je suis nulle. Oh là là, il est meilleur que moi. Une des clés aussi, arrêtez de vous comparer aux autres. On est tous uniques. Et ça tue de se comparer aux autres. Je crois qu'il n'y a pas pire chose, quoi. Voilà. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous êtes vous, soyez vous-même et affirmez qui vous êtes haut et fort. Parce que vous êtes une personne unique. Votre valeur, elle est inestimable. Et je crois que la première des choses sur laquelle il faut vous travailler, c'est votre valeur, votre estime de vous. Voilà, il y a une notion que j'aime bien utiliser, c'est la notion d'expérience. Alors en France, on parle beaucoup de notion d'échec. Et si en fait chaque échec était une forme d'expérience, et une expérience positive, puisque à force d'avoir des échecs, souvent on finit par réussir, puisque c'est un apprentissage, c'est un processus d'apprentissage. Quand on est enfant, on ne se pose pas la question, quand on est tombé 1000 fois par terre, au début, quand on apprend à marcher, on ne se pose pas la question si c'est un échec ou pas. On le fait naturellement, puisqu'on sait qu'à un moment donné, on va finir par marcher. Ce n'est pas une expérience négative, c'est une expérience positive, c'est-à-dire qu'on finit toujours par y arriver. Voilà, donc, ce qui serait bien aussi, c'est que vous transformiez cette image que vous avez de l'échec et vous disiez, mais non, ce n'est pas un échec, c'est une expérience que je suis en train de vivre au quotidien. Ça ne fonctionne pas peut-être pour le moment, ça ne fonctionne pas, donc le fonctionne pas, je dis que ça fonctionne, le cerveau ne retient pas la négativité, donc ça fonctionne. Comprenez, l'avantage du langage positif, c'est vraiment là-dedans qu'on y travaille au quotidien. Donc ça fonctionne, entre guillemets, et l'expérience, transformer le mot échec par expérience, c'est un mot positif. Et donc vous allez voir que pareil, chaque fois vous allez faire des expériences qui vont vous emmener à, petit à petit, la réussite. Le véritable échec, ça serait de ne pas se relever. C'est ça. Et de rester là où vous en êtes. Voilà. Donc voilà, comment donner du sens à sa vie déjà? C'est déjà, ça commence par soi, ça commence par des petites choses au quotidien à mettre en place. Et surtout, je dirais d'en prendre conscience. Et apprendre aussi, il y a cette notion de apprendre à donner votre mode d'emploi à l'autre. On a toujours l'impression que l'autre va deviner nos pensées. Alors, c'est pas parce que l'autre a deviné une fois ce qu'on voulait qu'il va pouvoir le deviner tout le temps. Donc, l'art de la communication. L'art de la communication. En fait, je pense que tout simplement, dites clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. C'est aussi simple que ça. Exprimez vos besoins.
Exprimez-vous. On en revient à nos besoins, mais aussi exprimer vos limites infranchissables, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire entrer dans votre vie? Qu'est-ce que vous ne voulez pas faire entrer dans votre vie? Et en fait, vous savez, les personnes, quand vous interagissez avec elles, elles vont aussi loin que vous les laissez aller agir avec vous. Si vous dites pas stop, ben la personne, elle sent qu'elle peut gagner du terrain. Et en plus, elle ne le fait même pas exprès. Tout ça se fait de façon totalement inconsciente. Puisque vous ne dites pas stop, la personne, elle continue à avancer. Et à un moment donné, ça vous bouffe complètement la vie. Alors qu'il serait tellement plus simple de dire à cette personne tout simplement, bah, tu sais, je t'aime, j'aime la personne qui tu es, mais là, quand tu agis comme ça, bah, je ne suis pas bien avec moi-même. Et je ne peux pas accepter ce comportement-là. Tout simplement. Par contre, soyez toujours factuel. Ça, c'est vraiment très, très important. Oui, j'aimerais rajouter et rebondir là-dessus. C'est que souvent, on ne se rend pas compte que la plupart des choses qui nous arrivent sont dues déjà pratiquement, à moitié par nos propres comportements. C'est-à-dire que même si vous arrivez les pires choses au monde, dites-vous que vous êtes responsable d'une partie de ces choses. Et même si ça paraît complètement fou, on se dit mais c'est pas possible, j'ai rien créé. Si d'une certaine manière la négativité, vous avez réussi à l'attirer à force d'être négatif. Comment vous expliquer par exemple que quelqu'un qui est super positif, tout va, tout roule. Et puis vous avez quelqu'un de super négatif, il a que des emmerdes, excusez-moi l'expression, mais alors ça n'arrête pas. Il attire à lui ce qu'il pense en fait. Exactement. Donc en changeant notre schéma mental et d'une certaine manière en acceptant pour une fois dans sa vie qu'on peut être responsable. Ça c'est une des clés. C'est une des clés, Marie. Acceptez votre part de responsabilité. Oui. C'est accepter que tout ce qui se passe peut aussi provenir de votre comportement. Voilà. Donc ça aussi c'est quelque chose qui va vraiment considérablement améliorer votre vie au quotidien. Il y a autre chose aussi, c'est lâcher prise de votre besoin d'avoir toujours raison. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi elle me regarde comme ça. Pas du tout, pas du tout. Oserais-je ? C'est vrai. Moi, dans ma famille, enfin, en tout cas mon père, c'est vrai qu'il était très oppressif. Il avait toujours raison. C'était Dieu. Dieu a toujours raison. Et c'est vrai que d'une certaine manière, il y a cette transmission qui se fait donc par l'héritage familial, on va dire, de se dire, de toute façon, j'ai toujours raison. Et on ne s'en rend pas compte, c'est inconscient. Jusqu'au jour où j'ai compris et j'ai accepté, entre guillemets, ma part de responsabilité, que oui, d'une certaine manière, je devais accepter que j'avais ce comportement de voir toujours raison. Et à partir du moment où j'ai accepté ce comportement, de dire ok, bon, j'accepte que je peux être un peu lourde dans ma communication, et ben j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à un petit peu plus écouter et maintenant, quand je dis quelque chose, j'attends de voir, souvent je modifie parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à percevoir de l'autre ou des autres. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a eu une belle évolution et ça m'a beaucoup appris. Voilà. Alors il y a une autre clé aussi, c'est acceptez-vous tel que vous êtes, soyez indulgent envers vous-même et pratiquez la gratitude. Oui, le remerciement matinal ou du soir. Ça dépend quel est votre meilleur moment propice. C'est vrai que ce côté que tu m'avais appris d'ailleurs, de se remercier chaque jour, genre chaque matin, chaque soir avant de se coucher. Pour qui vous êtes, pour ce que vous avez accompli, voilà. Pour ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. C'est très très important. Oui, de se remercier chaque jour. Alors voilà, on a abordé cette notion de connaissance de soi pour donner du sens à sa vie. Et parfois, il faut un petit peu plus. C'est-à-dire que maintenant, on va aller à l'étape supérieure, à savoir la définition des objectifs de vie ou des projets de vie. Alors ça marche. Ce qui est marrant, c'est que ça marche aussi bien en entreprise
que dans sa vie sa personnelle. vie personnelle. C'est-à-dire qu'on va définir un objectif à faire. Alors, ce sera peut-être un voyage, une maison, une Prenez voiture, quelque chose de... n'importe quoi. Prenez un objectif très très simple au départ. Ça, c'est vraiment important. Ne vous mettez pas tout de suite un objectif trop ambitieux, parce que sinon, vous allez très vite lâcher l'affaire, ça va vous décourager. Donc, effectivement, prenez un objectif assez modeste au départ, et n'hésitez pas à le découper en sous-objectifs, et vous allez y aller étape par étape. Est-ce que tu donnais par exemple un exemple d'objectif là? Bah, tu en parlais très bien il y a quelques instants. Un voyage, c'est un très bon objectif. Alors comment est-ce qu'on peut créer des sous-objectifs pour un voyage, par exemple? Comment est-ce qu'on pourrait définir l'objectif voyage en Eh bien déjà, l'objectif voyage, on va lui donner une butée de temps. On va se dire, voilà, dans 6 mois ou 1 an, je décide de partir à tel endroit. Donc on lui met une butée de temps, très important. Et du coup, ce qui nous laisse le temps de préparer jusqu'à la date, jusqu'à l'échéance. Et donc, la première des choses, c'est par exemple de se dire, voilà, tous les mois, je mets 50 ou 100 € dans une enveloppe pour ce voyage. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Après, on va commencer peut-être à se renseigner sur le pays, savoir qu'est-ce qu'il nous faut. Peut-être qu'il va nous falloir un passeport, peut-être qu'il va nous falloir un visa, un vaccin, plusieurs. Un vaccin. Donc petit à petit, on va créer des sous-objectifs. Donc on va dire, ok, j'ai pas mon passeport à jour, donc je vais aller à la mairie, le remettre à jour. Et ainsi de suite. On va petit à petit décomposer jusqu'à arriver à ces 6 mois, 1 an, jusqu'à ce fameux voyage. En plus, c'est quand même assez excitant quand on est dans la phase préparation du voyage. Donc on choisit le pays, donc on se projette en plus là du coup, si on choisit le pays, mentalement, visuellement, on se projette et ça c'est quand même quelque chose de très fort. Donc à la limite, ouais, voilà, quand vous n'avez pas encore d'objectif totalement défini, pensez à quelque chose que vous aimeriez faire, être ou avoir, et en fermant les yeux, tout simplement, essayez de visualiser vraiment ce que vous aimeriez atteindre. Ça peut vraiment vous donner quand même un sacré atout pour l'avoir, votre objectif, déjà en tête. Et pour en revenir au voyage, mais quand on prépare son voyage, en plus on est dans un état d'esprit interne hyper positif, quoi. Voilà. Complètement. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce voyage? Alors si on va dans tel pays, est-ce qu'on va aller visiter plusieurs villes? Quels moyens de transport on va utiliser? Enfin, voilà, en fait, tout ça, ce sont des étapes, en fait. Faire un passeport, y a-t-il des vaccins à prévoir? Par quel biais je vais partir? Avion, train, voiture, les hôtels à réserver? Tout ça, ça fait partie, en fait, ça fait partie du plan d'action. Et tout ça, vous allez le noter. Et ça sera les étapes à réaliser. Donc là on a parlé de l'exemple du voyage, mais ça va être exactement la même chose pour... Je ne sais pas si par exemple votre objectif c'est « j'aimerais passer mon permis de conduire ». Ça c'est un objectif général, par exemple. Et en sous-objectif, ça peut être aller me renseigner sur les différentes écoles qui existent, avec laquelle... je vais me sentir le mieux pour décider de passer mon permis de conduire. Donc après, ça va être apprendre le code. Avant cela, le besoin financier, c'est-à-dire comment est-ce que je vais me le financer. Voilà, tout à fait. Donc il va y avoir une stratégie là-dedans. La stratégie pour financer son permis de conduire. Complètement. Après, on va passer le code. Après, on passe le code. Après, il y aura les cours. Les cours et enfin la conduite. Voilà. Tout ça fait partie des différentes étapes pour avoir son permis. Voilà, c'est un exemple qui m'est venu comme ça parce que le permis, ça a été quelque chose d'assez compliqué pour moi, je dois dire. Voilà. Donc voilà, c'est, on va dire un petit peu le rôle du coach. Souvent, on arrive avec un objectif. Alors, ce qui est très intéressant chez le coach, c'est que souvent on arrive avec un objectif qui n'est pas clair. Et sauf que l'objectif, pour qu'il se réalise... Soit il n'est pas clair du tout, il est flou, et donc on va interroger
sur la situation présente pour arriver à l'état désiré, donc l'objectif. Mais parfois, le client, il vient avec un objectif, il a l'impression qu'il est super clair. Oui, et en fait, pas du tout. Plus on va creuser dans le questionnement, et plus on va s'apercevoir que son objectif est même contradictoire avec son désir profond. Ça, je l'ai souvent vu. On a l'impression que cet objectif que nous avons, nous, en fait, on se rend compte que c'est un objectif qui vient de l'extérieur et qui ne nous correspond absolument pas. Et c'est pour ça, d'une certaine manière, qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Parce qu'il ne dépend pas de nous. Exactement. En fait, l'objectif, il doit dépendre de nous. S'il ne dépend pas de nous, vous pouvez le mettre à la poubelle parce que vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc, définir cet objectif et ensuite mettre en place un plan d'action. En place un plan d'action avec des sous-objectifs pour arriver à finaliser cet objectif. Voilà. Donc, comment donner du sens à sa vie? Par exemple, imaginons que votre objectif, c'est réussir ma vie. Ça, c'est une question. Waouh! Je pense qu'on a tous envie de réussir sa vie, mais on va pas du tout y donner évidemment la même perception, parce qu'on a chacun notre manière d'envisager le monde. Donc, en fait, ça, c'est un objectif très général. J'aimerais réussir ma vie. Ok, très bien. Et comment peux-tu faire pour réussir ta vie? Donc là, on peut tourner en rond rapidement dans les questions à poser. Donc là, très très vite, il faut arriver à ce que la personne, elle définisse déjà ce qu'elle entend en fait par réussir. Voilà, sa propre définition du réussir sa vie. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est développement personnel? Est-ce que c'est dans son business? Enfin, ça peut être dans sa passion, vivre de sa passion. Ça peut être un milliard de questions, parce que c'est vrai que c'est tellement vaste. Et puis petit à petit, on réduit le champ jusqu'à arriver à quelques objectifs précis qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Et concret surtout. L'objectif, il doit être spécifique, il doit être positif, et comme on le disait, il doit dépendre que de nous, sinon vous ne l'atteindrez pas. Et après, soyez toujours dans des objectifs atteignables. Vous pouvez avoir des objectifs ambitieux, ça c'est très très bien. Faut aussi se challenger, ça c'est très. Moi je suis une femme de challenge, j'aime beaucoup me challenger, mais un challenge doit être quand même quelque chose de réalisable, sinon vous allez vous décourager. Voilà. Donc toutes ces notions-là qui sont peut-être pour vous pas toujours évidentes, voilà. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que pour tendre à donner du sens à sa vie, si on n'a pas de projet de vie ou une vision de notre futur d'une certaine manière, c'est très difficile, je pense, de donner du sens. Et il n'y a qu'en apprenant à se découvrir véritablement qu'on peut arriver à donner du sens à sa vie. Mais ça passe aussi par l'action. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, etc. Alors c'est vrai que c'est intéressant, mais parfois, à force de se développer, on finit même par se sous-développer. Donc aussi, attention à ces notions-là. Prenez ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. Il y a une notion aussi qu'on n'a pas abordée, pourtant elle est toute simple, mais c'est tous les jours, prenez un temps, rien que pour vous. Même si c'est que 10 minutes par jour, mais un temps où vous êtes avec vous. J'ai envie de dire presque tous les jours, notez-vous un rendez-vous avec vous-même. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, c'est l'habitude quotidienne de prendre du temps pour soi, en fait. Et surtout si vous êtes dans une période justement où justement vous avez du mal à donner un sens à votre vie, ou presque vous vous demandez mais qu'est-ce que je fais sur cette planète? Pourquoi je suis là? Je suis pas bien en ce moment, et plus je cherche à donner du sens à ma vie, et moins j'y arrive. Alors il y a aussi cette notion de accepter d'être dans une situation où vous êtes pas bien aussi, tout simplement. Ça fait partie. Sachez accueillir aussi ces moments-là. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ça fait déjà quelques longues minutes qu'on parle. Écoutez, si vous avez d'autres questions par rapport
à ce sujet qui est très vaste, hein. On peut tellement en dire. Écrivez-nous des petits commentaires sous la vidéo. Sous la vidéo. Voilà. Si vous avez de nouvelles questions aussi, avec plaisir. On a oublié de vous dire au tout début de la vidéo, mais dans le lien de la description, on a toujours un petit cadeau pour vous à télécharger. Donc, n'hésitez pas, surtout, faites-le. Et ça nous permet aussi, nous, toujours d'avoir un peu plus de contenu à vous délivrer et de pouvoir échanger avec vous. Exactement. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir écouté ce débat, puisque c'est un débat qui est assez complexe, assez large. Donc voilà, on espère que en tout cas ça vous aura plu. Et puis si vous aimez, n'hésitez pas à partager, à liker et puis à nous laisser des commentaires. Vraiment, c'est super important pour nous. Et puis à regarder nos prochaines vidéos. Allez, sur ce, Vanessa. À très bientôt pour une prochaine vidéo.